Salut à tous. Dans le cinéma d'action, on a largement l'habitude de voir des mecs taillés comme des armoires bretonnes, armés de grands flingues, et éclatant leurs ennemis tranquillos pépères. Mais évidemment, le terme cinéma d'action est très large, car cela concerne aussi bien le thriller que les films de guerre. Mais il y a un genre qui est pas souvent cité et qui pourtant marche assez bien, car étant basé sur des situations qui peuvent nous arriver et impacter notre famille lors d'une agression, et nous pousser à la vengeance. Ce genre de film, c'est les Vigilant Movies. Les Vigilant Movies, parfois appelés films d'autodéfense, c'est le genre de film où se trouve un personnage principal à qui il est arrivé une merde grave dans sa vie et qui décide de faire sa justice sans avoir à se faire chier à porter plainte. Arrivé dans les années 70 avec l'inspecteur Harry en 1971, qui même si ce n'est pas forcément un film de cette catégorie, est celui qui a lancé ce genre avec déjà ses codes, et avec les années, plusieurs autres films feront connaître ce genre, et pas que des petits noms. Par exemple Mad Max c'en est un, Gran Torino aussi, et en France, Irréversible est un excellent exemple, même s'il est très dur à regarder. Si vous l'avez pas vu, je vous préviens, il est vraiment dur à voir. Mais quel film est alors perçu comme le premier véritable Vigilant Movies? Eh bien dans cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir un film qui a rendu très connu son acteur principal qui avait déjà une belle filmographie, mais dont le nom restera totalement associé à ce film qui a marqué les esprits de par cette thématique de l'autodéfense. Et ce film, c'est Un justicier dans la ville, sorti en France le 18 octobre 1974 et réalisé par Michael Winner. Ce réalisateur anglais avait déjà une carrière très chargée car il avait déjà réalisé une vingtaine de films depuis 1960, sans compter les courts-métrages de ses débuts dans les années 50. Particulièrement prolifique, Michael Winner a fait tous les genres, plusieurs comédies en Angleterre, du drame, du policier, etc. etc. Mais c'est avec Un justicier dans la ville qu'il deviendra connu et en réalisera deux suites. Il continuera sa carrière très chargée jusqu'en 1999 et décédera en 2013 à l'âge de 77 ans des suites d'une maladie. Au casting de ce film se trouve en acteur principal Charles Bronson. Un acteur à l'époque surtout connu pour les westerns et les films de guerre comme Les 7 mercenaires, La Grande Évasion et Les 12 salopards. Et il a failli incarner l'homme sans nom dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, mais coûtant trop cher, ce sera Clint Eastwood qui l'incarnera finalement. Et puis, la célébrité arrive avec la sortie du film Un justicier dans la ville, qui le fera mondialement connaître. Il est alors âgé de 53 ans en 1974. Malgré cette reconnaissance tardive, Charles Bronson enchaînera les rôles dans environ 150 films jusqu'en 1999 et en 2001, il apprend qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer et meurt le 30 août 2003 à 81 ans des suites d'une pneumonie. Également au casting se trouve Hope Lange, qui bien qu'ayant une petite carrière de 19 films au cinéma, se trouve plus présente dans la télévision dans des séries comme Hotel dans les années 80 ou Arabesque de 1987 à 1993, ainsi que dans énormément de téléfilms jusqu'en 1998 et meurt en 2003 à l'âge de 70 ans. Parmi les autres acteurs importants se trouve Vincent Gardenia, qui de 1945 jusqu'à sa mort en 1992 a joué dans un très grand nombre de films et sera surtout connu pour Le Dernier Match, film dramatique dans l'univers du baseball. Et dans les autres acteurs, nous avons Steven Keats, Caitlin Tolan, Stuart Margolin, William Redfield et bien d'autres. Et parmi les autres acteurs se trouve un jeune homme d'à peine 21 ans et qui enchaînera par la suite plusieurs petits rôles et deviendra une star grâce à La Mouche dans les années 80 et surtout dans les années 90, ce sera Ian Malcolm dans Jurassic Park. Je parle évidemment de Jeff Goldblum. Dans ce film, nous suivons la vie de Paul Kersey, un architecte réputé et habitant à New York avec sa femme Joanna et sa fille Carol. Un jour, alors qu'elle rentre des courses, ces dernières sont suivies par des branleurs et une fois rentrées chez elles, se font agresser. Joanna est tuée par les coups qu'elle a reçus et Carol sera battue et violée et sera placée en hôpital psychiatrique suite à l'agression et au fait qu'elle soit profondément affectée.
En apprenant la nouvelle, Paul se réfugie dans le travail, mais l'entreprise pour laquelle il travaille lui recommande de se changer les idées en allant en Arizona, dans lequel il rencontre un client avec lequel il s'entend très bien. Et ce dernier lui fait découvrir que là-bas, les gens sont habitués aux armes à feu et n'hésitent pas à régler les emmerdes sérieuses avec une bastos dans la gueule. Ancien objecteur de conscience ayant servi durant la guerre de Corée et ayant appris à tirer avec son père chasseur, Paul se voit offrir de retour à New York un revolver et des balles. Désormais, il décide d'arpenter les rues de la ville chaque soir dans le but de dégommer de la racaille. Ce qui va attirer les médias et l'inspecteur Ochoa, sentant que les flics sont perçus comme des grosses merdes à côté de celui qui est surnommé le justicier et dont personne ne connaît le visage mais qui calme très bien les criminels. Enjoy a typical afternoon in New York City. Groceries, man. Hey, Mother. My name is Paul Kersey. How's my wife? I'm sorry. She died a few minutes ago, Mr. Kersey. Any chance of catching these men? There's a chance, sure. Just a chance. I'd be less than honest if I gave you more hope, Mr. Kersey. This is Paul Kersey. This is the story of a man who decided to clean up the most violent town in the world. I said turn around. Hand me the money. He begins where all the super cops leave off. Mugging has gone down by how much, sir? $9.50 a week to $4.70, you reported last week. You understand not too many people know that. And you want to keep it that way, huh? Oh, no, we have to keep it that way, Inspector. This whole city would explode. And if this person is listening to my voice, I urge him in the name of law and order to desist from this one-man crusade and turn himself into the police. Let's see the money, man. Call him a mad vigilante. Call him a hero. Either way, he's always on target. We want you to get out of New York. Permanently. Never make a death wish. Because a death wish always comes true. And you get to love it. Dans le cinéma des années 70, il n'existait pas beaucoup de films évoquant la violence urbaine, et encore moins la violence qui s'imprégnait dans des villes précises des États-Unis. Et la ville de New York connaissait dans certains quartiers pauvres un niveau de violence assez élevé. Et quelques réalisateurs commençaient à vouloir parler de ce sujet via leur travail. Par exemple, Martin Scorsese avec Taxi Driver montrait déjà cette violence urbaine avec son personnage de Travis Bickle, témoin de la violence à New York dans son taxi. Mais avant ce film, Un justicier dans la ville avait aussi sa façon d'évoquer l'impact de la violence urbaine dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde et la manière dont sa mésaventure peut le faire basculer. Et sans plus attendre, je vais vous expliquer les raisons qui font que ce film a marqué les esprits et continue de le faire. La raison qui fait que ce film a marché est cette histoire auquel les gens peuvent s'identifier, à savoir une agression envers sa famille qui peut impacter chaque membre et faire basculer l'un d'entre eux. Ce film est adapté du roman Death Wish de Brian Garfield paru en 1972, racontant la même histoire mais avec des petits changements ajoutés dans le film. Et dans les deux supports, cela raconte l'escalade de la violence dans certains quartiers comme Brooklyn et Harlem, qui connaissaient vraiment un bordel important dans les années 70. Le scénario est fabriqué à la manière d'un western, à la différence que ici nous sommes à New York, mais il y a beaucoup de similitudes avec les westerns. Un héros solitaire en quête de vengeance, une ville dangereuse et des mecs qui veulent faire chier le héros, et une représentation de la loi qui recherche celui qui flingue des méchants. Le scénario est très simple, mais il suffit de pas plus pour que l'influence des westerns s'en ressente.
Le personnage de Paul Kersey est le citoyen auquel nous pouvons nous identifier. C'est le daron sans histoire qui aime sa famille et dont la vie bascule en un claquement de doigts. En fait, le personnage de ce film peut également se voir dans la vie réelle. Et cela se ressent quand l'inspecteur Ochoa décide de mener l'enquête avec les médias au cul. Ce genre de choses est déjà arrivé sur pas mal d'enquêtes policières partout dans le monde. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans l'histoire est comment est perçu Paul Kersey après qu'il joue avec son flingue dans les rues. Forcément, quand les branleurs sont calmés de la sorte, les habitants préfèrent admirer ce mec qu'ils ont jamais vu, qui opère seulement la nuit et qui fait de l'ombre aux forces de l'ordre. Et c'est très bien vu de partager les points de vue des passants que Paul Kersey croise le jour à son égard, et comment il appréhende les paroles de la police sur ses actes. Ce qui est également travaillé et qui accentue son côté western, c'est la mise en scène de Michael Winner. Les décors, bien que entièrement urbains, sont filmés avec des plans rappelant les grands westerns, mais il y a aussi la façon dont est filmé le personnage principal qui renforce cette sensation de western urbain. Un héros solitaire, sans état d'âme et possédé par la vengeance. Cela nous renvoie à Clint Eastwood et tous ses rôles dans des westerns. Il y a aussi les personnages qu'il croise sur son chemin pour l'aider durant cette épreuve qui peuvent être interprétés comme des compagnons temporaires du héros de western cherchant un butin, sauf que dans Un justicier dans la ville, ces compagnons en question sont sans cesse à la recherche du justicier, sans savoir qu'il est juste à côté d'eux. Encore une fois, l'influence des westerns est totale. Et enfin, les scènes de fusillade, qui sont loin d'être un festival de violence, sont malgré tout vraiment efficaces. On se sent comme pris de respect par Paul Kersey quand il dégomme un mec, et paradoxalement, nous autres, spectateurs ainsi que lui-même, savons que l'issue ne sera heureuse pour personne. Chacun vit dans une tension permanente, en sachant que ce n'est pas en utilisant une arme à feu que tout redeviendra comme avant. En fait, Un justicier dans la ville était pour l'époque la transposition parfaite du genre du western dans une époque contemporaine. Justement, avec une telle maîtrise de la caméra, le réalisateur sait très bien ce qu'il fait et le résultat, bien qu'ayant pas mal vieilli aujourd'hui, est néanmoins agréable à regarder. Ce qui est également agréable à voir est la performance de ses acteurs. Charles Bronson est juste parfait en Paul Kersey revanchard et cherchant à faire sa vision du bien pour les New-Yorkais. Son regard est perçant, ses traits de visage sont fermes et sa gestuelle n'a aucune hésitation. Malgré l'excellente performance du reste des acteurs, c'est LE film de Charles Bronson. À sa sortie, Un justicier dans la ville fera polémique en raison du sujet. Beaucoup craignaient que des spectateurs eurent envie de se mettre en mode Paul Kersey et aillent buter de nombreuses personnes en ville. Or, il n'en fut rien, et deviendra une référence pour de futurs réalisateurs comme Quentin Tarantino par exemple, qui est un fan de Michael Winner et de ce film. D'ailleurs, Un justicier dans la ville a cartonné, car avec un budget de 3 millions de dollars, il a glané 22 millions au box-office américain, ce qui a largement remboursé les frais de la production. Et en France, le succès sera également au rendez-vous. 1 500 000 personnes sont allées voir ce film, et c'est pas un chiffre minuscule, c'est même balèze. Et 8 ans plus tard, le duo Bronson-Winner remet ça avec une suite qui a été en revanche un échec. Et 3 autres suites débarqueront jusqu'en 94 et elles ne marcheront pas plus que ça. Pour conclure, Un justicier dans la ville est une œuvre marquante de par sa mise en scène très typée western dans un New York des 70s, ne cachant pas l'aspect violent de cette ville qui fait rêver avec une histoire simple mais très bien étendue grâce à la maîtrise de la caméra de Michael Winner et la performance de Charles Bronson qui a tellement marqué les esprits que le rôle de Paul Kersey lui collera à la peau jusqu'à sa mort, mettant presque en retrait ses autres films marquants. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.